voilà, de pouvoir parler de vos livres sur un sujet malheureusement actuel, mais que vous traitez extrêmement bien dans vos 3 ouvrages, vos derniers ouvrages, voilà, qui est le patriarcat dans le young adult. Alors, on aura l'occasion de pouvoir le découvrir à la fois à travers votre pensée, mais aussi complètement à l'intérieur de vos livres. Et on va commencer par une petite présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore et c'est l'occasion de noter aussi vos anciens romans, voilà, au cas où. Donc, Elissa Bejaoui, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'autrice de plusieurs romans avant Alté. Vous écrivez pour la jeunesse, mais également pour les adultes. On peut noter par exemple Léonie et le premier cirque du monde, édité aux éditions à l'École des loisirs, si je ne me trompe pas. Le carrousel des rêves au Kaléidoscope. Côté adulte, Les Noyés chez NB. Et enfin, Les 4 morts de Robert Logre chez Un autre regard. Donc, bienvenue. Élise Giraudot, vous avez été connue essentiellement au départ voilà, pour votre premier texte, La vie en turquoise, qui est autobiographique. Et on vous retrouve aujourd'hui avec, on pourrait dire, un premier roman, finalement, Juste une fille, aux éditions Erol dans la collection Solaire, qui traite d'un tout autre sujet qu'on pourra développer tout à l'heure. Et enfin, Isa Gaïa, c'est votre première duologie. Et donc là, on va parler alors plus particulièrement du tome 2, mais le tome 1 a déjà rencontré un grand succès, Undercover aux éditions Céleste. Et évidemment, le 2 est édité dans la même maison d'édition. Alors, j'ai une première question à vous poser à toutes les 3 avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, pourquoi le young adult aujourd'hui, on le sait, ça s'adresse aux personnes assez jeunes, mais pas que, évidemment, beaucoup d'adultes le lisent. Mais lorsqu'on s'adresse à un jeune public, comment on peut déjouer, et comment vous le faites admirablement bien aussi, déjouer les mécanismes du patriarcat? Comment ce genre, le young adult, le permet vraiment efficacement? Allez-y. Bon, je vais commencer. Bon, déjà, bonjour à tous. Alors, c'est pas une question facile, si Oui. je peux me permettre, parce que... Approchez un tout petit peu. Ah oui, pardon, vous m'entendez pas bien. En ce qui me concerne, je pense que quand j'ai écrit Alté ou quand j'écris, je ne me focalise pas nécessairement sur ma, entre guillemets, cible de lecteur. Donc, je me dis pas, là, je vais écrire pour tel âge et je débloque pas, comme vous disiez, des mécanismes spécifiques. Pour moi, quand on parle de young adult, en fait, on dit que c'est des livres qui sont lisibles à partir d'un certain âge et pour tout le monde. Après. Voilà. Donc, typiquement, ce livre-là, moi, je considère que c'est pour 13 ans et plus. Et c'est destiné à tout le monde et tout le monde va y trouver des choses. Je trouve que la difficulté, c'est de faire en sorte que le message qu'on essaye de passer le soit fait de manière à la fois ludique et didactique. Et que voilà, s'il y a une intention dans l'écriture, qu'elle soit suffisamment claire au lecteur, parce que c'est un sujet qui est délicat. Et donc, voilà, moi j'ai choisi dans ce livre-là de le traiter, c'est presque un sujet, alors c'est un sujet qui est inhérent au livre, mais qui est dans ce tome-ci presque... annexe, puisque la société, l'univers que j'ai créé est plutôt un univers matriarcal. Donc on est dans une logique un peu de renversement. Et une des clés pour moi, pour rendre ce récit adapté, on va dire, au plus grand nombre, c'était le fait d'aller vers une société très construite, un univers très construit, mais d'aller un petit peu vers le genre de la dystopie. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Isa. Personnellement, je trouve qu'on peut remarquer que ces dernières années, la lecture touche un public de plus en plus jeune. Il suffit de regarder autour de nous le nombre de jeunes personnes qui se trouvent aujourd'hui au festival et qui ont entre leurs mains des livres de romance, new romance et young adult. Personnellement, dans la duologie Undercover, j'ai fait le choix de mettre en avant une figure patriarcale qui est le père de ma protagoniste et de montrer à des lecteurs donc de 12 à 80-90 ans que la société patriarcale peut s'inscrire dans un schéma de domination, de violence, que ce soit physique ou psychologique. Et j'ai eu pour projet, avec cette duologie, d'éduquer mes lectrices et mes lecteurs d'ailleurs sur le danger que peut représenter le patriarcat
patriarcat dans la société et ce danger un petit peu invisible, puisque dans Undercover, on suit donc la figure patriarcale qui est le père de Ange, qui l'éduque depuis qu'elle est petite à évoluer dans un milieu et dans une relation de domination. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, en fait, dans Juste une fille, c'est parti d'une situation que j'ai vécue parce que le roman prend place dans une école d'ingénieurs et j'ai moi-même fait une école d'ingénieurs. Et à l'époque, je trouvais que tout était OK, enfin tout était un peu acquis, rien n'était questionné. Et c'est avec le temps, avec mes lectures, avec aussi ma déconstruction où je me suis dit, mais en fait, il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout OK. Et en fait, je me suis dit, je vais en faire un roman. En fait, un peu comme tout ce qui m'énerve dans la vie, j'en fais toujours un bouquin par la suite. Et du coup, en fait, Juste une fille, c'est né de ça, c'est né de cette constatation-là. Et j'avais aussi envie d'écrire alors, c'était pas forcément conscient, mais j'avais envie d'écrire une héroïne et aussi un garçon, un héros. Mais mon héroïne, elle est un peu... Enfin, j'ai beaucoup eu ce retour-là elle est un peu chiante, en fait, parce qu'elle ne veut pas boire, elle ne veut pas sortir, elle se plaint beaucoup, elle a des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, je me suis dit, mais c'est super bien, ça sert super bien mon point et mon récit, parce que c'est une héroïne un peu dérangeante et imparfaite. Et les réactions étaient hyper symptomatiques, je trouve, du fait que, en fait... elle a le droit en fait de dire ça dans son propre livre, c'est son propre espace. Et en fait, dès qu'il y a une jeune femme qui sort un peu des normes de ce qu'on attend, ça dérange. Donc déjà, ça c'était un premier point. Et le deuxième, c'était aussi cette envie d'écrire donc un héros qui se questionne, qui n'est pas forcément directement soit hyper féministe, soit hyper masculiniste, mais qui plutôt va rencontrer ces groupes-là et qui va du coup en fait se questionner et faire les mauvais choix au final. Mais ça me permet de dénoncer. Et je trouve que du coup en fait ce roman-là, donc du côté de la femme et du côté de son frère, donc qui est l'homme, on arrive vraiment à avoir cette parole, de donner une parole pour ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'en avaient pas. Donc je te rejoins sur le fait que mes romans, ils sont à partir de 15 ans, mais on peut les lire beaucoup plus âgés, en étant beaucoup plus âgés. Et ça permet aussi d'avoir cette parole qui reconstruit, qui conteste et qui répare. Alors, je reste justement avec vous, Élise, pour rentrer dans le vif du sujet, donc de Juste une fille, voilà, qui porte bien son nom. Comme vous le disiez, alors on a ce personnage de Vanny et de son frère Kyle qui entrent tous les deux dans cette école d'ingénieurs et qui vont prendre, et ça c'est important, je pense de le mentionner, qui vont prendre deux chemins complètement opposés et de montrer aussi qu'à la fois il y a le patriarcat, mais il y a aussi les injonctions non genrées qui peuvent voilà, arriver à l'intérieur de la vie, surtout de personnes assez jeunes. Et quand on pense à Kyle, justement, ce personnage masculin, il n'est effectivement pas en reste finalement par rapport à Vanny qui, elle, subit déjà voilà, beaucoup de choses. Mais ce titre, Juste une fille, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi c'était important que ça en devienne le titre de ce livre? Parce que finalement, on suit deux personnages, masculin et féminin. En fait, le titre, déjà pour moi, c'était super important que ce soit ce titre-là parce que en fait, ça permet de montrer cette minimisation. En fait, voilà, c'est juste une fille, c'est rien en fait au final. Et en fait, j'ai réussi, et c'était aussi important pour moi d'y arriver, de faire une sorte de symphonie entre les deux points de vue. Donc en fait, c'est vrai que Vanny et Kyle, ils prennent un chemin complètement différent. Et au final, pas tant, parce que ce qu'ils ont envie, c'est d'être acceptés et par leur père, et en fait ils le manifestent juste pas de la même manière, mais je trouve qu'il y a une très grande symphonie entre ces deux personnages que j'avais pas imaginé au début en commençant l'écriture. Et il y a quand même aussi juste une fille dans le point de vue de Kyle pour justement montrer que en fait il y a tout ce lore de l'école d'ingénieurs qui au final fait que les violences qui sont faites aux femmes sont souvent des violences systémiques et en fait en fait, c'est le lore de l'école d'ingénieurs qui permet qu'elles existent et que ces violences soient tues aussi. Et du coup, en fait, je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette phrase-là, juste une fille, dans les deux personnages, et que aussi ce soit finalement le mot de la fin pour montrer que juste une fille, au final,
dans la bouche des hommes ou même dans la bouche d'autres femmes, c'est rabaissant, ça minimise nos ressentis, etc. Mais au final, non, c'est en fait, je suis juste une fille, mais en fait, on est toutes juste une fille. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus fortes tous ensemble. C'était aussi un message de sororité que je voulais faire passer à travers ce titre. Alors, c'est vrai que les problèmes commencent évidemment aussi au contact des autres. On a ces soirées étudiants, on a le week-end d'intégration. Finalement, le lecteur, il rentre avec eux dans leur histoire à tous les deux, puisqu'on passe de chapitre en chapitre avec des points de vue qui sont différents. Et on constate toutes ces micro-violences qui s'imbriquent de plus en plus dans leur parcours. Comment vous avez choisi ces micro-violences? Est-ce que vous les avez toutes vécues? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ailleurs et que vous avez eu envie? Est-ce que c'est un agrégat de toutes ces choses-là qui ont permis de se dire je sais ce qui se passe en école d'ingénieur et je vais essayer au mieux de pouvoir reproduire ça? Ou alors c'est quelque chose que vous pensez aussi qui puisse arriver, mais que vous n'avez pas forcément vécu? Alors, peut-être la totalité ou la très 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 grande majorité sont de vrais exemples que j'ai pu vivre ou observer. Donc, j'ai pas tout vécu moi-même, mais j'ai pu vivre ou observer ces violences-là. Et c'est justement toutes ces choses-là où je me disais à l'époque, en fait, c'était juste acquis, c'était juste un état de fait. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, ce n'était absolument pas normal. Donc évidemment, j'ai tout anonymisé, j'ai changé certaines choses, j'ai twisté des choses pour pas non plus mettre en porte-à-faux l'école d'ingénieur que j'avais faite, en sachant qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place par l'école d'ingénieur, mais j'ai quand même des retours comme quoi il y a aujourd'hui des respos VSS, par exemple, mais c'est aussi souvent les pires. C'est les retours que j'ai eus, malheureusement. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, mon livre, il est peut-être un peu dépassé parce que je vais raconter des choses qui sont passées en 2016. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, il y a ça, il y a toute cette partie-là de ces souvenirs que j'avais qui, en fait, aujourd'hui me choquent. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment les mettre dans le roman. Et il y a aussi des anecdotes plus sur la partie masculiniste, donc ce que Cale côtoie et finit par se perdre à l'intérieur, où là, en fait, c'est plus des choses actuelles de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et aussi ce que j'ai pu expérimenter à travers des amis, mon mari, et où je me suis dit, en fait, non, mais ça non plus, c'est pas normal, ça me dérange. Et en fait, c'est arrivé pendant l'écriture du roman et je me suis dit, en fait, je veux absolument intégrer ça. Et ça a complètement fait changer le point de vue de Cale que j'avais pas imaginé comme ça à la base, mais où je me suis dit, non, mais ça aussi, je veux le dénoncer, ça aussi, je veux le contester. Et du coup, ça a donné ce texte. Ah, effectivement, c'est très intéressant parce que ce personnage, il est régi aussi par ses amis, par les personnes qu'il fréquente, avec cette quête de popularité qui le mène à croiser le chemin d'autres personnes qui ne sont pas forcément très fréquentables. Un contraste total avec sa sœur Vanny. Mais finalement, c'est quelque chose, la question on voit bien ces micro-violences, mais c'est quand même quelque chose qui migre ensuite vers quelque chose de beaucoup plus grave, qui est le non-consentement. On en arrive vraiment à ce point-là sans en dévoiler évidemment trop. Mais également quelque chose, comme vous évoquiez tout à l'heure, la pensée masculiniste, la façon dont les hommes se construisent. Alors, est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Comment ces hommes se construisent? Comment finalement ils le font d'une manière extrêmement toxique et dès le plus jeune âge aussi, puisque c'est le groupe qui les pousse aussi, c'est les hommes dans leur entièreté. En fait, effectivement, j'avais envie de parler de ça aussi, d'en fait comment Vanny, elle est emmenée à devenir féministe, à trouver la sororité de par sa colère, de par son expérience, de par ses rencontres. Et je voulais montrer aussi l'autre aspect, donc du coup Cale, qui va avec l'effet de groupe, le culte, un peu les boys clubs d'aujourd'hui et en fait, cet entre-soi va lui être plutôt aspiré du côté masculiniste et va faire les mauvais choix. Et du coup, effectivement, on en arrive, ce que j'avais pas envie de rester simplement en surface, dans le sens où mon livre,
enfin j'espère en tout cas, il n'est pas du coup endoctrinant ou accusateur, ou je dis pas ce qu'il faut penser, c'est plutôt en fait une jeune fille et un garçon qui sont lambda finalement et qui vivent leur vie, et c'est au lecteur en fait ou la lectrice de se questionner. Et donc du coup, du côté de Cale, j'avais aussi envie de montrer que les hommes ne sont pas, ou pas tous en tout cas, ne naissent pas tous méchants. Et c'est en fait plutôt cet effet de groupe et cette compétition, je ne sais pas, innée ou inhérente, que j'ai l'impression qui existe au fond dans leur ADN, qui fait que ça les emmène à être des personnes mauvaises en fait, et à détester les femmes juste comme ça voilà, c'est un postulat. Et en fait, j'avais vraiment envie de questionner ça et de faire en sorte que vraiment que ce soit le lecteur ou la lectrice qui se questionne, et pas de moi dire en fait il faut penser comme ça. C'est plus chaque personne qui lit le point de vue de Vanni, qui lit le point de vue de Cale, arrive à ses conclusions, mais quand même le questionnement se fait dans une logique de pensée, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Elisa, on va parler évidemment d'Alté. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque on a ce titre qui est finalement le prénom de l'héroïne. Très beau roman aussi également. On entre dans une dystopie. On n'est absolument pas dans un récit réaliste comme on peut évidemment avoir chez Isa ou chez Elisa. Et comment ce récit s'est imposé à vous? Parce qu'on entre dans une cité de femmes matriarcale. C'est une dystopie. Après, ça dépend du point de vue duquel on se positionne, évidemment. Avec ce personnage, Alté, qui ne fait pas l'unanimité dans sa cité, loin de là, et qui, un jour, capture un homme. Voilà, un homme qui est l'ennemi juré de la cité des Amigènes. Ces guerrières qui les combattent contre vents et marées. Alors, c'est un récit qui s'ancre complètement dans quelque chose d'imaginaire. Comment vous êtes arrivé à construire tout cet univers et à pouvoir initier tous ces personnages à tisser leur destin? J'ai un processus d'écriture très lent. Donc, souvent, j'ai une idée de départ qui va mûrir pendant de nombreuses années. En l'occurrence, le point de départ d'Alté. Alors, je vous coupe 2 minutes. C'est votre premier roman, Young Adult? On peut dire ça. Après, j'ai un autre titre qui est lisible pour 2 ans de moins, on va dire, à partir de 12 ans. Ok. Tout dépend ce qu'on entend par Young Adult. On va dire pour des ados et plus, oui, c'est le premier. Donc voilà, je pense que le point de départ d'Alté date d'il y a peut-être 6-8 ans, et je m'intéressais à l'époque aux sociétés matriarcales. Justement, je lisais un petit peu sur le sujet. Je me demandais pourquoi ce système-là avait finalement complètement disparu et pourquoi le patriarcat s'était imposé. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais il a existé des sociétés matriarcales dans le monde. Elles fonctionnaient de manière assez similaire, avec des fonctionnements matrilinéaires, mais c'était vraiment une sorte de pendant aux sociétés patriarcales. Il y en avait très peu et elles ont disparu. Et donc, à l'occasion de ces lectures, j'ai lu un petit peu aussi autour du mythe des Amazones, et peu à peu, j'ai commencé à imaginer, c'est effectivement ce mythe-là qui m'a inspirée, et j'ai commencé à imaginer une société de femmes assez codifiée, assez hiérarchique, une société guerrière dans un environnement assez clos. La cité que j'ai construite, c'est une cité fermée, complètement circulaire, il y a vraiment une codification aussi bien dans leur espace de vie que dans leur fonction sociale, puisqu'elles ont également, ces Amigènes, elles ont des castes. Toute fille n'a pour objectif que de devenir guerrière. C'est le seul avenir possible, c'est le seul futur possible. Il se trouve qu'Alté est a priori pas destinée à ça, parce qu'elle est un peu différente, elle est plus fine que les autres. Donc elle est dès l'enfance un petit peu mise à l'écart. Et effectivement, le roman s'ouvre lors d'un de ses tours de garde où elle va capturer l'ennemi absolu, un homme.
Et c'est le point de départ de cette histoire, de son questionnement, puisqu'elle hérite d'un contexte qui pour elle est la vérité absolue. Il n'y en a pas d'autre, hein, comme nous tous. Quand on est au monde, on hérite du contexte dans lequel on arrive. Et donc, typiquement, on reproduit ce que nos parents nous enseignent. On est programmé pour reproduire ça jusqu'au moment où peut-être à l'adolescence, on commence à se questionner, à se dire « Ah, il y a des choses qui me déplaisent ». C'est souvent à l'adolescence que ça se produit et qu'on commence à questionner l'ordre établi. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe pour Althée, parce que dans la société très fermée dans laquelle elle vit, il y a des secrets et elle va peu à peu les découvrir et vouloir en savoir toujours plus. C'est la pelote de laine qui se déroule. Et Althée, donc, elle est, au fil du récit, on remarque bien que c'est à la fois une héroïne, mais on ne va pas avoir quelqu'un auquel on ne peut pas s'identifier. On est sur une personnalité imparfaite, une personnalité qui n'est pas une victime non plus, mais qui en même temps ne rentre pas dans les codes. Sa chevelure rousse ne convient pas. Depuis l'enfance, c'est quelqu'un qui porte quand même un fardeau sur son dos. Alors pourquoi avoir vraiment pris le parti de faire une héroïne qui a aussi ses failles et on les voit, c'est une personne avec beaucoup de pudeur, c'est une personne qui est très colérique, finalement très humaine. Oui, alors ça, je pense que c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de mes livres et de mon travail. Moi, j'aime les personnages complexes, même en tant que lectrice, en fait. J'aime les univers complexes, j'aime les personnages complexes, j'aime quand ça se construit et j'aime comprendre mon personnage. J'aime pas trop les livres où l'intrigue se déroule un peu mécaniquement et où en fait j'arrive pas à comprendre les réactions des personnages. J'ai besoin du contexte, j'ai besoin qu'on m'explique tout ça. Et donc oui, dans ma manière d'écrire, c'est des choses qui sont effectivement visibles. Donc j'ai besoin de personnages complexes et Althée est un personnage complexe. Elle n'a pas toutes les réponses, elle a des clés, elle a des interrogations et ensuite elle a son besoin d'apprendre, de grandir et voilà, j'ai trouvé très intéressant ce que tu as dit. Moi aussi, je suis ingénieure de formation, en fait. Okay. Et il faudra peut-être qu'on en discute après. Mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit à propos de la manière, en fait, dont les visions peuvent s'opposer. Je comprends dans ton récit que la vision de la jeune femme et du jeune homme s'oppose. C'est assez intéressant de l'avoir construit comme ça. Moi, j'ai envie... Peut-être que ma manière de traiter le sujet, c'est aussi d'aller vers quelque chose d'un peu universel. En fait, j'aimerais bien qu'on arrive à un moment où ces questions-là n'existent plus et où on n'ait plus besoin de se sentir femme ou de se créer des liens juste du fait de notre genre, en fait. Et je trouve qu'on en est encore là. Et voilà, c'est un des sujets qui est traité dans le livre, cette altérité, quoi. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça intéressant. Bon, du coup, je n'ai pas encore lu ton roman, mais je trouve ça hyper intéressant ce que vous avez dit, que c'est une jeune femme colérique. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui aussi, dans la littérature et les retours des lecteurs et lectrices, il y a ce double standard où une jeune femme, elle est en colère, elle est hystérique, alors qu'un homme, il serait colérique. Ou ce que vous disiez, elle n'a pas toutes les réponses. Je pense que dans la même situation, un homme, il serait en train de chercher, il va trouver, c'est sûr, mais elle est juste bête. Donc, je trouve ça intéressant de construire des héroïnes comme ça, imparfaites, qui ont juste des sentiments et des émotions, mais qu'on les nomme par le vrai mot, comme on dirait pour un homme, au final. Et cette cité de femmes, alors il y a quand même quelque chose qui est très porté sur la question du corps. On a des femmes qui sont très différentes les unes des autres, à la fois des femmes très grandes, des femmes qui peuvent être aussi très musclées, parfois plus minces. Qu'est-ce que ça dit aussi du rapport au corps que vous aviez envie d'intégrer à votre livre ? Oui, effectivement, c'est aussi un des aspects importants du roman. Et je pense qu'on ne peut pas traiter cet âge-là, cet âge de l'adolescence, sans parler du corps et du rapport au corps. Et là, c'était d'autant plus
évident pour moi du fait de la construction de cette cité et du fait que ce sont des guerrières. Donc le corps est un aspect très très important de leur existence. Elles doivent être fortes, elles doivent pouvoir se défendre et défendre la cité des assauts des ennemis. Donc, mais effectivement, comme on est dans une société très fermée, j'ai imaginé ça un peu comme effectivement un lieu clos et un peu comme un gynécée, vous voyez ce que je veux dire, où les femmes se retrouvent entre elles et avec tout ce qu'on peut y trouver de positif, mais aussi parfois des aspects plus difficiles dans la comparaison, dans le regard, et l'expression de la pudeur, qui n'est pas toujours simple, surtout quand on a 16 ans, quoi. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur certaines scènes, notamment les scènes de bain. On s'imagine qu'entre femmes, on va pouvoir se montrer, on va pouvoir être dans un lieu qui sera au contraire très sécure. Et on est bien loin finalement d'une réalité puisque beaucoup se moquent et comparent leur corps justement à d'autres. Oui, on a des deux, quoi. On a des deux. Il y a de la bienveillance, mais il n'y a pas que de la bienveillance. Je pense que c'est aussi un reflet de ce qu'on peut vivre au quotidien entre nous. Donc, évoquer tous ces sujets-là, c'est une manière de... L'objectif, comme tu le disais aussi, c'est pas d'imposer une vue au lecteur, mais c'est de créer un lieu de réflexion. Et typiquement, la Cité des Amis Jeanne, c'est un lieu où j'avais toutes les clés pour pouvoir aborder ces sujets-là. Donc le rapport au corps, le rapport à l'autre et cette universalité à laquelle moi j'aspire. Merci. Izagaya, alors impossible de ne pas parler du tome 2 sans évoquer le tome 1, en essayant en tout cas pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, de ne pas trop en dire non plus, ni dans le tome 2 accessoirement, mais pour, on va dire, faire très large, on suit le personnage d'Ange qui voit sa meilleure amie disparaître. Elle pense que c'est un meurtre. Ça se passe lors d'une soirée étudiante. Et malheureusement, elle va essayer de trouver, en fait, bien heureusement, mais malheureusement pour elle, elle va essayer de faire en sorte de montrer, de prouver que c'est un meurtre. Mais ça ne se passe pas toujours très bien quand on est face à des hommes qui se protègent entre eux. Voilà, donc ni quand on commence à s'acoquiner un petit peu avec son professeur qui n'est pas forcément de confiance a priori. Voilà, donc ces personnages-là, on voit bien que les hommes sont un frein quand on recherche la vérité dans une histoire, l'histoire d'Ange et de sa meilleure amie. C'est quelque chose que vous développez évidemment dans le tome 1, mais on n'a pas du tout à la fin du tome 1 le fin mot de l'histoire. Et donc c'est dans ce second tome qu'on va avoir quelque chose qui se précise beaucoup plus. Mais les hommes sont toujours quand même vachement problématiques. Donc... Alors, comment vous avez, vous, construit ces personnages masculins pour montrer qu'il y a cet affront, cette protection entre hommes qui se crée pour en faire quelque chose de quand même complètement patriarcal, mais tout en restant véritablement ancré dans la fiction, puisque c'est une romance psychologique, on est concrètement là-dedans. Dans Undercover, j'ai fait le choix d'illustrer différentes figures patriarcales. Donc on a le père de Ange, qui est un homme violent, que ce soit de la violence physique ou de la violence psychologique, mais ce n'est pas le seul obstacle auquel Ange se heurte, puisqu'elle va faire la rencontre du coup de ces hommes qui sont ses camarades de classe et qui vont former un réel mur à sa vérité. Donc ils sont là, ils se soutiennent et on a des personnages qui sont violents par leurs mots, mais on a aussi des personnages toujours masculins qui vont user de manipulation pour pouvoir l'empêcher d'accéder à ses objectifs. Et dans Undercover, j'ai fait le choix de montrer ces différents profils, puisque souvent on peut avoir des préjugés et se dire que le patriarcat, ça peut être de la violence physique ou de la violence psychologique, alors qu'en réalité, c'est un schéma qui s'inscrit dans notre société de différentes façons. Et c'était important pour moi de montrer à ces jeunes lecteurs ou à ces jeunes lectrices que finalement, le patriarcat est davantage présent qu'on ne peut le penser.
Et alors, c'est le point commun que vous avez avec Élise, justement, d'ancrer ça dans quelque chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre des étudiants, ce moment où on se construit particulièrement et on fait face pour la première fois à ce genre de choses. Et quelle est la particularité de ce moment-là? Est-ce que c'est justement parce qu'on découvre malheureusement les premiers écueils de la vie et qu'on on y fait beaucoup moins bien face finalement que quand on est définitivement adulte? Est-ce que c'était aussi pour ça que vous aviez envie d'inscrire vos personnages dans ce cadre étudiant? Oui, c'est en partie pour ça. J'ai aussi fait le choix de prendre des personnages assez jeunes, puisque je suis consciente d'avoir un lectorat et une communauté plutôt jeune. C'était important pour moi que chacun et chacune puisse se reconnaître dans un personnage, de par son âge, de par son parcours scolaire, de par sa personnalité. Et aussi de montrer, par rapport à la figure patriarcale du père de Ange, qu'elle reste dépendante, malgré le fait qu'elle a 18 ans, de l'emprise qu'exerce son père sur elle, et qu'elle n'est pas encore tout à fait construite dans sa vie de femme, dans sa personnalité, dans ses choix, et qu'il y a toujours une emprise qui va peser sur elle. Et ces violences intrafamiliales, elles continuent en tout cas à être présentes, j'ai envie de dire presque dès les premières pages du second tome qui sortira, d'ailleurs qui n'est pas encore sorti, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, qui sort le 25 avril si je ne me trompe pas, 29. Merci. Le 29 avril, donc vous aurez tout le loisir évidemment de le découvrir à ce moment-là. Mais la première scène, en tout cas du tome 2, est déjà, on va dire, très parlante pour le reste. Mais on a quand même, je trouve, le personnage d'Ange qui se précise beaucoup plus dans ce second tome, où on va avoir une personne qui grandit aussi face à ce qu'elle vit et qui se confronte beaucoup mieux à la fois à la relation qu'elle a avec son professeur Jackson, mais qui lui aussi grandit dans cette histoire. Pourquoi vous aviez envie de donner un nouveau visage aussi à ces deux personnages qui, dans le premier roman, sont peut-être un peu plus brumeux? C'était tout l'intérêt d'en faire une duologie, de montrer au fur et à mesure des pages et au fur et à mesure des tomes l'évolution des deux personnages. Dans le premier tome, on a une Ange qui est quand même assez victime, assez passive de sa situation. Bien évidemment, elle a toutes les raisons de l'être. Elle est victime de violences en cours, de violences familiales. Elle est témoin des violences conjugales qu'il y a entre sa mère et de son père. Et pour moi, je voulais montrer dans ce deuxième tome qu'au fur et à mesure des pages, elle s'affirme, elle devient active de sa guérison. Et surtout, elle ne dépend pas de Jackson pour guérir. Puisque j'ai l'habitude, malheureusement, de voir dans certains romans que le personnage, le protagoniste masculin, est un petit peu le sauveur. Il arrive et la protagoniste, très vite, elle va vite, elle permet de guérir, etc. Et moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ce schéma-là. Pour moi, une personne qui a besoin de guérir, elle doit le faire elle-même. Elle n'a pas besoin de retrouver un homme qui va à nouveau s'inscrire dans un schéma patriarcal, protection, domination. Elle doit le faire d'elle-même, elle doit apprendre à grandir. Ce qui était intéressant aussi de mettre en avant dans ce tome 2, c'est la sororité, puisque Ange, même si elle a perdu sa meilleure amie, elle s'entoure de femmes pour aller mieux, elle s'entoure de femmes qui la comprennent, qui ont un passif qui est similaire au sien et qui lui montrent que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est à elle-même de prendre la décision de devenir active de sa guérison. Est-ce que c'est aussi une manière pour les lecteurs qui vous lisent de comprendre les rouages, aussi de peut-être s'identifier et de pouvoir se dire tiens, ça c'est quelque chose qui me parle et qui, voilà, de leur faire parfois comprendre qu'ils sont dans une problématique, surtout à cet âge-là? Totalement. Quand j'ai commencé à écrire, je n'aurais jamais pensé que ça prendrait des proportions aussi grosses. Et la première fois que j'ai reçu un message d'une lectrice qui me disait qu'elle s'était associée au personnage de Ange de par son passé, de par ses traumatismes, j'avoue être restée choquée devant mon téléphone en me disant « Moi, je n'ai pas vécu les violences, j'ai été témoin de violences, mais je ne les ai pas vécues. Et en fait, ça existe. C'est plus récurrent qu'on ne le pense. » Et pour pouvoir montrer à toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, que la violence ne définit pas leur vie, qu'ils peuvent eux aussi se dire « Moi, comme Ange, je veux guérir. Moi, comme Ange, là, dans ce tome 1, je vais mal, mais il existe un tome 2 dans ma vie pour aller mieux. C'est juste une question de temps, c'est juste une question, pas réellement d'effort, mais de travail sur soi-même. » Et je pense que c'est important de montrer à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont victimes de violences qu'on peut aller mieux, que ça existe. C'est pour cette raison que
sans spoiler le tome 2 puisqu'il n'est pas encore sorti, j'ai tenu à montrer dans ce livre qu'on peut y arriver. Même s'il y a des obstacles, même si on est des hommes qui se mettent en travers de notre chemin, on y arrive. Il y a toujours une fin heureuse. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, de la même manière, vos chapitres portent la voix des protagonistes. Donc on comprend aussi comment se trame à l'intérieur la question du bluff, la question de ce qu'on a envie de dire aux autres et ce qu'on n'a pas envie de leur dire. Donc le lecteur, il constate tout ça et il ne peut qu'avancer en sachant potentiellement que l'intrigue aura tel ou tel dénouement. Alors, c'est quelque chose auquel vous aviez particulièrement envie de mettre un point d'honneur, de pouvoir vraiment rentrer dans la psychologie des personnages? Oui, c'était un peu une évidence pour moi, rentrer dans leur tête et vraiment pouvoir, entre guillemets, éduquer les jeunes lecteurs sur tout ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on a souvent 2 schémas, donc ceux qui savent, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils ont été témoins, et ceux qui vont le découvrir au fur et à mesure des pages. Et je voulais aussi montrer que tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Il y a une infinité de nuances de gris. C'est jamais réussir ou échouer, aller mal ou aller bien. Il faut comprendre que parce que Ange pleure, elle n'est pas faible, comme l'avait dit Élise. Parce que Ange, elle ressent des choses, ce n'est pas juste une fille, juste une femme. Elle a le droit, elle aussi, de ressentir ces choses-là. Et je sais que j'ai aussi beaucoup de lecteurs hommes qui sont venus me voir en me disant que ce que j'énonçais dans Undercover, ça les avait touchés parce qu'ils en étaient témoins au quotidien et qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer à quel point ça pouvait être compliqué. J'allais justement vous poser la question à toutes les trois. Est-ce que vous avez des lecteurs justement masculins qui viennent vous voir, qui vous parlent de la façon dont ils ont interprété vos textes? Moi, j'ai pas eu de retour pour le moment sur Juste une fille. J'ai eu des retours d'hommes sur d'autres de mes romans, mais pas sur celui-ci. Donc, je vous laisse répondre. Moi, personnellement, oui. Jusque ce matin, j'ai eu un jeune homme qui est venu en dédicace me voir. Et étant lui aussi victime de violence, ou du moins il est en train de s'en sortir, il m'a dit qu'il avait réalisé avec Undercover que, certes, je dénonce un schéma patriarcal, mais les violences, elles touchent autant les hommes que les femmes. Même si les pourcentages sont différents et que c'est moins fréquent, ça existe quand même. Et ça lui avait permis de se sentir lui aussi compris, de se dire que oui, on dénonce le patriarcat, oui, on montre qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont mauvais, même s'ils ne naissent pas mauvais, qu'ils le deviennent de par la société. Eux, même s'ils font partie de ce petit pourcentage de différence, ils ont le droit d'être écoutés, ils ont le droit d'être compris. Merci. J'ai une autre question justement pour vous au sujet du young adult. Est-ce que aujourd'hui, avec le parcours que vous avez toutes les trois, qui est assez différent dans des genres aussi qui sont très différents, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut encore écrire aujourd'hui des romans young adult sans avoir une part d'engagement dans quelque chose? Ou alors est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que écrivaine, vous avez quelque chose à pouvoir transmettre et que c'est presque un devoir de le faire pour les jeunes lecteurs? Oui, alors moi personnellement, totalement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse écrire, enfin, même si on se dit je vais écrire un roman comme ça qui est passé aucun message, de toute manière c'est impossible, on fait toujours passer un message. Pour moi la littérature est politique dans tous les cas, donc c'est impossible de ne pas faire passer de message. Et je dirais là peut-être plus pour ma part, quand j'ai une idée de roman qui vient, c'est toujours associé, comme je disais tout à l'heure, à un truc qui m'énerve, peu importe le sujet. Et donc, je veux forcément faire passer un message. Et comme je disais tout à l'heure, le but, je pense, et ce qui est aussi bien dans le young adult, c'est pas d'avoir des récits, comme je disais, endoctrinants ou quoi que ce soit. C'est plus de... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est raconter l'histoire, avec des personnages qui ne sont pas forcément des héros ou des héroïnes, et qui au final emmènent la lectrice à se questionner. Mais du coup, pour vraiment répondre, pour moi, c'est impossible de ne pas écrire, parce que je trouve que le young adulte, c'est un tel levier, ça permet vraiment de crier l'injustice, de passer par l'intime aussi. Je trouve que c'est un genre qui s'y prête beaucoup. Et donc voilà, je pense que vraiment toujours un message à faire passer, et que c'est même peut-être aussi un devoir en tant qu'auteur et autrice de faire passer des messages pour la jeunesse, pour que le monde, on espère, aille un petit peu mieux. Je suis d'accord.
Personnellement, en tant qu'autrice, je ressens un devoir moral de dénoncer ce qui va mal dans notre société. Il n'y a pas uniquement le patriarcat, il n'y a pas uniquement les violences, il y a beaucoup de thématiques qu'on peut aborder. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans Undercover, c'est que toute la période de l'enfance, elle est cruciale parce que c'est toute la période où on va être en construction, toute la période où on va former nos idéaux. Et oui, la lecture est politique. Donc pour moi, c'est important de montrer à ces jeunes que même si je ne pense pas que Undercover soit une totale vérité et qu'il faille croire tous les mots qu'il y a à l'intérieur, on doit montrer aux jeunes que on doit défendre certaines choses et ils doivent se positionner politiquement et avec leurs avis depuis le plus jeune âge. Je ne peux que surenchérir sur ce que viennent de dire mes deux compagnes, et je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, je pense que dans mon travail moi, d'autrice, j'ai toujours une intention et j'ai toujours un objectif. Mais je pense qu'on a nécessairement un objectif, même quand on écrit une comédie, en fait, et peu importe que ce soit du young adult ou même un album pour enfants. J'en ai écrit quelques-uns. En fait, j'ai aussi un objectif et j'ai une intention, et il y a des messages qui vont passer pour les petits et d'autres qui vont être plus destinés aux parents, même dans un album de 30 pages. Donc, je ne vois pas l'intérêt. C'est très personnel, hein, mais je ne vois pas l'intérêt d'écrire si on n'a pas quelque chose à communiquer, si on n'est pas dans une logique de partager une vision ou de partager une interrogation. Et je vais vous poser une dernière question. Et après, malheureusement, il faudra déjà qu'on se quitte, car le temps file tout doucement. En quelques mots, dites-moi comment vous percevez justement la littérature young adult de demain. Est-ce que il y a une mouvance qui vient de plus en plus s'ancrer dans quelque chose, un message à faire passer à la jeunesse, ou alors voilà, ça stagne? Comment vous percevez véritablement ce genre? Alors, je ne suis pas forcément très très au fait de tout ce qui se fait. Ce que j'en vois, j'ai l'impression que ça reflète un petit peu ce qui se passe dans la société. En fait, qu'il y a des sortes de schismes qui se produisent entre une littérature peut-être de plus en plus engagée, qui a vraiment une volonté d'amener le lecteur à réfléchir, et puis parfois des littératures qui moi, me choquent un peu, on va dire, du fait de leur destination. Donc je pense par exemple à ce courant de dark romance là, que j'arrive vraiment pas à comprendre, et qui a un succès dingue. Donc je suis désolée s'il y a des lecteurs et lectrices de dark romance dans l'assistance. Désolée de vous titiller là-dessus. Moi, c'est un truc que j'adhère pas à ça. Je pense que il y a de la place pour tout le monde, heureusement, et j'espère que cette littérature qui amène à réfléchir ne va pas disparaître, parce que c'est une littérature qui est nécessaire. Je suis d'accord, et je suis aussi d'avis que plus les années passent et plus on voit de jeunes auteurs se présenter dans le monde du livre. Je pense qu'on est deux parfaits exemples. J'ai personnellement 20 ans et j'ai envie de dire aux auteurs de demain qu'on est une génération qui est de plus en plus engagée, une génération qui se renseigne, une génération qui va à l'école et qui apprend qu'on doit user de notre liberté d'expression, de notre voix pour dénoncer ce qui se passe dans le monde. Donc on n'est pas obligé d'écrire des récits qui sont à 100% engagés, mais comme on le disait précisément, on a un devoir moral de glisser toujours quelques phrases pour dénoncer ce qui se passe dans le monde. Moi, je repense beaucoup à ce que je lisais quand j'étais jeune adulte, justement. Et je me faisais cette réflexion ce matin même. Je me rendais compte, en fait, à quel point ça m'avait forgé en tant que personne. Et je trouve que, déjà, je suis du coup honorée de pouvoir écrire dans ce genre. Et je suis contente aussi qu'il y ait de plus en plus de lumière, même si, voilà, on rame un peu, mais de lumière mise sur cette littérature jeune adulte, parce qu'elle est soi-disant moins élitiste que les littératures pour adultes, littérature blanche, etc. Et donc, voilà, je me disais, ça m'a vraiment construite. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, il faut continuer justement à faire passer ces messages-là. Comme vous le disiez, on a toujours une intention. Et quand je vois aujourd'hui que
alors du coup, je me tiens quand même, j'essaye d'être un peu de me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux chez les jeunes, même les plus jeunes. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte un petit peu de régression. Il y a des sondages qui ont été faits il n'y a pas très longtemps sur le nombre de jeunes hommes de 14-15 ans qui pensent que la place de la femme est à la cuisine. Et il y avait 60% des jeunes qui avaient répondu oui. Et donc, je me suis dit, OK, on a vraiment encore du travail à faire. Et je pense voilà, que justement, la littérature en tant qu'outil peut être une vraie aide et un vrai apport aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui s'aventureraient à lire nos romans à toutes et à tous sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas, sinon ça ne stagne pas, ça avance et il faut continuer à ce que ça avance. Alors évidemment, on peut vous retrouver toutes les trois sur vos stands respectifs. Et je rappelle évidemment vos romans Izagaya, Undercover aux éditions Céleste, Alté d'Elissa Bejaoui aux éditions l'École des loisirs. Et enfin Solaire, donc Juste une fille d'Élise Giraudot, que vous pourrez également retrouver. Merci à toutes les trois. Merci à vous d'avoir assisté à cette rencontre.